Bonsoir la VOD. Eh bien ce soir, comme tous les soirs, Minus, eh bien on avance sur Kubernetes. Voilà, on essaye de réduire le temps d'install. Bon, bien sûr, donc on passe directement dans le vif du sujet. Bien sûr, on n'arrivera pas à 6 ou 7 minutes, hein, mais si on arrive au quart d'heure, ça serait pas mal. Pourquoi on n'arrivera pas à 6 ou 7 minutes? Parce que la collection que je développe, elle est conçue pour être euh, adaptable à de multiples providers, pour être, euh, oui, voilà, qu'on puisse la poser sur un Ubuntu simple. Et donc, par conséquent, elle installe beaucoup de choses qu'on pourrait déjà avoir préinstallées dans une image préparée. Et donc, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. L'étape d'après serait donc le jour où on commence à faire le layer d'en dessous, qui est donc le provisioning par Nomad, ça serait de faire des images VM pré-provisionnées, pré-remplies. Et donc là, ça sera plus rapide. Parce que la collection, elle n'aurait juste à faire que la jointure des quorums. Mais là, on n'en est pas là. Donc ça prend plus de temps. Donc l'idée, c'est que j'aimerais quand même pouvoir faire rentrer la mise en place d'environnement, un premier déploiement, un deuxième déploiement avec la modification que je veux tester pour pouvoir faire de l'incrément, pouvoir tester les incréments. Un troisième déploiement pour l'idempotence de l'incrément et les tests inspect ou bats après, tout ça devrait rentrer dans une heure. C'est ça l'objectif. Donc là, on est à l'étape de join d'un deuxième master sur le premier master. Donc le premier master est normalement installé. On va join le deuxième. Ah non, c'est la vérification du premier. Ah oui, pardon, c'est la vérification du démarrage du premier. Alors, les derniers déploiements, j'ai eu des soucis apparemment. Il doit y avoir des ralentissements sur les repos distants parce que j'ai dépassé la vérification du démarrage, j'ai dépassé le temps que j'avais mis, que j'avais fixé, le timeout que j'avais fixé. Et donc j'espère que ça va pas trop le faire là parce que c'est un peu chiant quoi. Euh, donc les étapes après, une fois qu'on a ce cube qui est fait, on va tester. Ah là, ça l'a pas fait, cool. On va tester des stateful sets. J'envisage de l'object storage avec Minio, du PostgreSQL avec Yugabytes, du Redis et potentiellement soit un OpenSearch, soit un Elasticsearch. Salut Polomar, ça va? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu, tu m'as dit que tu étais très satisfait de ta vie en ce moment. Et donc après ça, une fois qu'on aura nos stateful sets, on aura vérifié la logique de backup et tout ça, chez Limawi déjà, on en mettra un ou deux en prod chez nous pour voir comment ça se passe. Et puis après, on va faire les layers en dessous pour pouvoir pré-provisionner des cubes beaucoup plus facilement. Et petit à petit, on va pouvoir fourrer une offre de cubes et de VM pur, comme ça. Et très satisfait, c'est le mot exact. Et oui, mais c'est cool ce qui t'arrive. Écoute, ça va, ça va. Là, comme tu vois, je suis dans du cluster cube, du déploiement de cluster Kubernetes avec Ansible. Et si tu vois la matrioshka, là, donc les poupées russes, on a un conteneur de provisioning qui est déclenché dans un conteneur de tests généraux, qui est déclenché dans une VM, qui est elle-même déclenchée dans un conteneur. C'est incroyable, hein? Mais ça permet de tout tester dans GitLab CI, ce qui est plutôt pas mal. Et donc je disais, le programme, c'est d'essayer de faire rentrer dans une heure les poupées russes, ouais, c'est ça. Donc c'est essayer de faire rentrer dans une heure un déploiement d'environnement, un premier déploiement de Kubernetes, un deuxième déploiement sur les mêmes nœuds avec les différences qu'on veut faire pour tester un incrément, par exemple une mise à jour, un ajout de nœud, etc.
Un troisième incrément pour vérifier l'idempotence, c'est-à-dire que le résultat reste constant même si on réapplique plusieurs fois le script. Et après, des tests de compliance test ou des tests d'intégration éventuelle. Donc, je pense des tests inspect, des tests BATS, ça dépend ce qu'on veut. Et ça devrait rentrer dans 1 heure. C'est ça l'objectif. Une fois qu'on a tout qui est ouvert, donc c'est en gros une fois qu'on a la suite de tests complète, c'est tous ces tests-là. Une fois que tout ça c'est ouvert, on va passer à la gestion des stateful sets. Et l'idée avec les stateful sets, c'est de tester les backups, de tester les mises à jour, les upscale et les downscale, c'est-à-dire les ajouts de nœuds et la suppression de nœuds. En stateful set, j'ai dans l'idée d'avoir de l'object storage avec Minio, du PostgreSQL avec Yugabytes, du Redis et potentiellement donc OpenSearch ou Elasticsearch, l'un des deux, pour commencer. Et une fois que ça c'est bon, nous, chez Limawi, on va mettre en prod chez nous 1 ou 2 clusters Kubernetes, déplacer nos workloads dedans pour voir comment ça se passe. Donc, par exemple, ce GitLab là sera sur un des clusters Cube, les front pages statiques pareil, etc. J'ai pas eu de retour de mon env Docker, mais lead dev s'en sert depuis une semaine. Pas de nouvelles bonnes nouvelles. Bah ouais. Espérons. Donc oui, tout à l'heure, j'ai eu des soucis. Il y a apparemment des ralentissements sur les repos en ligne. Et pour l'instant, comme j'utilise encore les repos publics et pas les repos privés pour tout, je suis assujetti à ces ralentissements. Et donc, j'ai eu des fois des jointures de nœuds qui ne se sont pas faites, qui ont dépassé le timeout, comme vous voyez là. Donc là, il reste encore 6 retries. Et si on a dépassé les 6 retries, ça arrête le script, ça rend une erreur. Donc espérons que ça ne les dépasse pas. En tout cas, je serai assez satisfait le jour où on aura des clusters cubes en prod avec nos workloads dessus. On a différents workloads à mettre dessus. Ça sera déjà une bonne avancée. Ah, vous voyez, là, on descend dans le retry et c'est toujours pas passé. C'est un peu ennuyeux. Donc en gros, la commande qui est en train de s'exécuter là et qui prend son temps, c'est la commande suivante, c'est une kubectl qui en gros check le statut du nœud dans le cluster et qui check que c'est en statut ready, en statut prêt quoi. Et donc là, ça attend patiemment que ça passe en statut prêt. Et pour l'instant, on est proche de la fin et c'est toujours pas le cas. Ça m'ennuie un peu. J'ai beaucoup à apprendre, je vais me concentrer sur Docker dans un premier temps, comme tu me conseillais, et je vais voir une école sur X ce week-end pour le Master DevOps. Bah écoute, parfait, cool. Git, Docker, Ansible. Là, tu as un bon départ déjà. Donc là, ouais, 3 retries left, 3 retries left, ça m'ennuie. Il y a vraiment un ralentissement quelque part, une instabilité quelque part. Euh, Notez, guide Docker Ansible. Il y a un ralentissement quelque part parce que c'est instable. C'est pas qu'il y a une erreur, c'est instable. Parce que des fois ça passe pas. Donc, je pense plutôt pour l'hypothèse du ralentissement réseau que de l'erreur, la réelle erreur. Et c'est ennuyeux. Moi, ça m'ennuie. Donc, une solution pourrait être déjà d'augmenter le nombre de retries. On en met 20. Mais là, si on compte le temps, on est à 8h30. Quand ça va finir, ça va être alors c'est 10, espacé 30 secondes. Donc normalement, c'est 5 minutes. On va être à 13 et quelques. Salut les Nikéona, ça va?
Un timeout de 5 minutes, c'est quand même beaucoup déjà. Que ça dépasse les 5 minutes pour se mettre en place, c'est quand même lent. Et voilà, donc ça aborte. On a not ready, voilà. Donc on a une instabilité là, et on a un timeout de 5 minutes qui est dépassé. On va mettre un timeout de 10 minutes. Voilà, bon, c'est un peu ennuyeux, mais on va faire comme ça, on va faire un timeout de 10 minutes. Je crois que de toute façon, dans la doc, ils disent que ça peut s'approcher de 5 minutes. Donc pour être paré, on va mettre 10 minutes. Comme ça, on aura les ralentissements réseau inclus. Euh, voilà, on va mettre les timeouts de 10 minutes partout. L'objectif étant bien sûr qu'on n'y arrive jamais, hein. C'est des timeouts, hein. Si on arrive au timeout, c'est faut quand même investiguer un minimum. Mais en même temps, je jette pas le cluster parce que les, les capacités CPU et mémoire que je mets à CVM sont ridicules, sont toutes petites. C'est fait exprès, c'est pour tester le minimum workload. Ça fait longtemps, mais quand j'ai vu le titre, je me suis dit que fallait quand même que je vienne apprendre. Ah ben écoute, ben voilà, on va pouvoir discuter, c'est bien. Salut Toby, ça fait longtemps. Alors vous avez vu l'émission de ce midi, de 13h. Donc tous les 15 jours maintenant, il y a un podcast en live dans lequel j'interviens. En fait, le podcast est toutes les semaines, mais moi j'interviens tous les 15 jours et on cause DevOps. Et pendant qu'on fait le podcast en direct, je le stream aussi sur la chaîne. Et donc, vous pouvez aller directement dans le salon du podcast et poser vos questions. Levez la main et posez oralement vos questions. On y répondra. Donc ça, c'est tous les jeudis, tous les 15 jours, le jeudi. Voilà. Donc, regardez la dernière VOD sous la chaîne pour voir ce que c'est un peu. Bon, donc on relance. J'ai doublé mon timeout. On a un timeout de 10 minutes maintenant. Comme ça, les ralentissements réseau, tout ça, j'espère que ça passera. Par contre, ça va être moyen parce qu'on va dépasser le timeout global du projet qui est d'une heure, hein. Mais bon, c'est pour pouvoir avancer. Euh, En début d'après-midi, quand le réseau allait bien, hein, que c'était pas timeouté, j'avais réussi à faire un premier déploie, l'itération. Il manquait à faire une idempotence correcte et on était presque bon donc. Et donc le but c'est ça, c'est premier déploie de Cube, une itération pour pouvoir tester les changements, mise à jour, ajout de nœuds, suppression de nœuds, une idempotence, donc on redéploie une troisième fois pour vérifier que notre script Ansible soit idempotent. Et après, on applique les tests inspec et bats pour vérifier l'état du cluster une fois tout ça fait. Voilà, le programme. Eh oui, ça bouge, hein. Alors, ce que vous voyez là devant les yeux, je suis assez fier de moi parce que c'est unique au monde. C'est Vagrant en conteneur euh, configuré pour du GitLab CI. Donc là, ce que vous voyez, c'est des VM Vagrant. Il y en a eu 9 qui sont en train de se déployer au sein d'un conteneur qui est démarré en tant que service dans GitLab CI. Et donc, c'est ces 9 VM qui vont constituer les VM du cluster Kubernetes qu'on est en train de tester. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis assez fier de mon truc, je dois dire.
Donc, dans les améliorations futures pour accélérer le rythme sur ces déploiements, il y a une chose fondamentale, c'est que pour l'instant, je ne produis pas moi-même mes Vagrant Box. Ce sont des Vagrant Box publics qui sont téléchargés. Et donc, pour l'instant, je dois provisionner le contenu avec les outils dont j'ai besoin. Ça fait perdre du temps. Mais je voudrais mettre en place des pipelines de création de Vagrant Box à part, avec Packer, correctement fait. Et donc, il faut prioriser, toujours prioriser. Et c'est pas prioritaire. Pour l'instant, on va faire avec les box publiques. La priorité, c'est ce cluster cube. Cluster cube en mode GitOps, et puis ensuite les stateful set dessus. Ça, c'est la priorité. Et pendant ce temps, moi, je vais boire un coup et manger un peu de gruyère. C'est un peu de gruyère. Hmm. Tu peux montrer les YML? Oui. Hop. Donc, je vais expliquer la structure. C'est une collection en cible avec un rôle qui appelle les autres, qui s'appelle tout simplement Kubernetes, qui appelle, comme je souhaite et sont les paramètres que je souhaite, kubevip qui nous sert de load balancer externe. C'est lui qui va gérer l'IP virtuel pour le control plane et pour les services disponibles publiquement, ou enfin en dehors du cluster. CRIO comme runtime, donc c'est pas Docker, c'est CRIO, Cryo. Pour l'instant, je fais les tests avec les Calico pour le réseau. Mais j'ai Cilium dans les cartons, on verra lequel on prend. BGP, ça c'est pour assurer, c'est Bird derrière, c'est pour assurer les transmissions de route pour gérer l'IP virtuel. Comme on veut un truc full GitOps, on a Argo CD qui est prêt. Et puis après, j'ai d'autres éléments. Alors, est-ce que je les mets par défaut ou pas? C'est une question que je me pose. Cert Manager peut-être, Consul, je sais pas, j'hésite. Loki et Prometheus, je pense. Volt aussi. Traffic, je sais pas trop. Et WireGuard, lui, ça sera pour la gestion de la couche réseau layer 2, layer 3, entre les VM. Comment tu déploies le Argo CD? Pour l'instant, je prévois de le déployer avec une charte Helm. Donc tu vois, c'est la charte Argo/Argo CD avec un numéro de version fixé dans son namespace Argo CD et avec un fichier de values qui est ici, qui est pour l'instant minimaliste parce que pour l'instant je ne l'ai pas encore testé. Tous les workloads internes à Cube, je prévois de les déployer avec des chartes. Avec des chartes qui forment des opérateurs ou des chartes toutes simples, quoi. Alors, on en est où? Regardez comme c'est beau, ça se log. Il est beau, hein? Excusez-moi, j'ai coupé mon son parce que ma mastication. Tu utilises le dépôt Helm officiel pour Argo? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Mais l'idée, c'est qu'après, j'ai des miroirs locaux. Parce que l'idée, c'est que l'infrastructure elle soit complètement air-gap après. Donc il y aura des miroirs pour toutes les dépendances. Mais pour l'instant, oui. Parce que toujours l'œuf et la poule hein, et des priorités. Les repos, ils sont pour l'instant pas finis.
T'en es tellement loin de ces beaux logs-là. Alors, du coup, ton YouTube reprend un peu tes lives? Oui, en fait, j'ai un YouTube de VOD spécifique où il y a tous les lives dedans. Il y a un YouTube principal avec des vidéos un peu plus montées. Parce que tu sais, l'horaire me convient pas trop pour les lives. Oui, oui, désolé, mais il y a un YouTube de VOD, ouais, qui reprend tout. Ok, des miroirs, mémoire du dépôt officiel Argo de Helm. Je pense, oui, pourquoi? Tu penses à autre chose? Si je les conçois pas moi-même, en général, je cherche à voir les trucs officiels, ouais. Hmm. Tu vas t'abonner à la chaîne YouTube de VOD? Ben écoute, bienvenue. Et bonne soirée à toi, le Nicolas. Oui, en général, ma logique, c'est ça. Mon arbre de décision, c'est que si je ne conçois pas moi-même, j'essaye toujours d'aller vers les publications officielles. Et qu'est-ce que tu penses de jouer des manifestes depuis Ansible? Je pense qu'on perd beaucoup en observabilité. L'idée, c'est que si je suis dans un environnement Kubernetes, j'essaye au maximum d'utiliser les outils de cet environnement. Euh, et Ansible, c'est pas vraiment un outil pour l'intérieur de Kubernetes. Ansible, c'est bien pour déployer Kubernetes, c'est bien pour tout autre type de workload, mais au sein de Kubernetes, c'est pas l'outil optimal. Et donc, je pense que les manifestes, en fait, pour l'instant, j'utilise aussi des manifestes faits avec Ansible, en Jinja et templatisés, mais ils sont là parce qu'ils sont nécessaires au démarrage d'un cluster cube et qui ne peuvent pas être mis en Helm. Je pense par exemple à KubeVIP qui a des manifestes comme ceux-là qui sont nécessaires à son fonctionnement et qui ne peuvent pas être mis en chart Helm. Ça, par exemple, c'est le manifeste de KubeVIP qui gère les appels au serveur BGP et donc les transmissions de routes contenant les IP virtuels avec les serveurs BGP. Là, c'est toutes les connexions BGP Router ID avec les peers et tout ça pour pouvoir transmettre les IP virtuels. Mais quand je peux avoir une chart Helm, j'essaye d'avoir une chart Helm. Et une chart Helm avec un opérateur dedans, c'est encore mieux. Pourquoi toi, tu aurais plus tendance à faire tout en manifeste depuis Ansible? Mais on peut, au sein d'opérateurs, gérer des manifestes en Ansible aussi. Il y a alors OLM Ansible. Voilà. Avec l'opérateur SDK, on peut faire des opérateurs qu'on peut donc packager en chart avec dedans des appels Ansible. Donc ça, si ça vous intéresse, hop.
La VOD, désolé, hein, il faut être présent en live si vous voulez les liens que je mets dans le chat. Bon, alors on en est à 7 minutes 42. Comment s'est passé le premier nœud en termes d'accessibilité réseau? Est-ce que ça a été rapide ou pas? Pom, 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 on remonte, on remonte. On redescend du coup. Là. Ouais, c'était rapide. 2 itérations et c'était bon. Ok, nickel. Alors là, pareil, non? Ah, je sais pas. Alors, on va voir ça. Moment de vérité, on va voir si la jointure se fait vite ou pas. Et pendant ce temps, je me reprends un peu de gruyère. Bon, j'espère quand même que ça va passer, hein, parce que là, j'ai mis 10 minutes de time-out. J'espère que c'est bien un ralentissement et que c'est pas une erreur, hein, parce que là... Hmm. Ah, pendant ce temps, il y a quelque chose quand même que je voudrais voir, c'est CubeADM, comment s'assurer que nos conteneurs dépendants sont bien immutables. Config, CubeADM config. Voilà, je voudrais m'assurer que les hash, les SHA de mes conteneurs, je puisse les préfixer. Salut Alexis, ça va? Pas un léger souci, la caméra? Non, c'est fait exprès. C'est un fond vert du pauvre. C'est parce que pour l'instant, j'ai pas mon fond vert derrière moi. Et donc, je fais un fond vert comme ça. C'est pixel art. Bah écoute, ça va, ça va, ça va.
Donc oui, je voudrais pouvoir image list. Hmm. On peut choisir le conteneur registry, mais est-ce qu'on peut fixer les haches des images? Moi, j'aimerais pouvoir fixer les haches des images. Bon, ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon. Hmm. Et pourtant, ça marchait en début d'après-midi, ça marchait même un peu avant le stream, ça marchait encore. Donc j'aimerais savoir pourquoi ça marche plus là, qu'est-ce qui se passe? Alors, Ansible, on failure, command. Je voudrais savoir s'il est possible avec Ansible d'avoir donc est-ce que c'est possible de pouvoir taper une commande quand il y a une erreur? Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ah, mais il y a peut-être... Oui, j'avais changé un truc au niveau de Calico, non de Helm, et c'est peut-être ça le problème. C'est que j'avais commenté ça, ça et ça. Donc le fait qu'il fallait attendre que Calico soit debout, que ça crée son propre namespace, et que c'était atomique, c'est-à-dire que s'il y avait une erreur, c'était toute la charte qui était enlevée, et donc ça permettait donc des déploiements de chartes atomiques, ce qui est plutôt pas mal. Je pense qu'effectivement, ça peut intervenir. On va voir. On va voir. Je suis un peu pénalisé parce que comme j'ai pas la grosse Bertha là, mon gros tank, j'ai que mon laptop. Je peux pas faire de tests en local sur mon laptop parce que ça demande beaucoup trop de ressources. Ça demande plus de ressources que ce que j'ai sur mon laptop pour faire tourner ce cluster cube. Donc pour débugger, c'est un peu compliqué. Il y a ça aussi. Mais oui, c'est ça l'erreur. Je pense qu'il y a ça aussi comme erreur. C'est qu'il faut que je mette le manifeste QVIP aussi là. Ouais, ça doit pas aider. Parce que le manifeste QVIP, c'est lui qui va pouvoir déclarer les routes pour la l'IP virtuelle. Donc hop.
Mhm. Donc on va commit. Hop. On va écraser celui-là. Cancel. Et on va prendre celui-là. Donc voilà, l'idée d'une IP virtuelle de KubeVIP, c'est que comme on a un cluster multi-master, multi-worker, Kubernetes, de l'extérieur, si on veut publier un service, on ne va pas le publier avec tous les IP de, toutes les IP de tous les nœuds de ce cluster. Il faut que les gens puissent le pinguer avec une seule IP. Eh bien, c'est KubeVIP qui gère ça, qui fait en fait en sorte que tous les nœuds déclarent une même IP. Et il y a des serveurs en front qui sont basés sur Bird qui gèrent les routes, c'est-à-dire qui gèrent les chemins d'accès quand on ping cette IP. Et c'est eux qui décident ça va sur tel serveur ou tel serveur. Et donc du point de vue de l'extérieur, on a une seule IP. C'est en fait un load balancer très haute performance, si vous voulez, parce que c'est basé directement sur les routes IP. Alors, désolé, j'ai pas pu écouter ta réponse. La dernière chose que j'ai entendue, c'est on perd beaucoup en observabilité. D'accord. Du coup, tu as cessé de m'observer, c'est ça? Non, ce que je te disais, c'est que... Ah, d'accord, tu as eu un appel. Donc l'idée, c'est que quand on est au sein d'un cluster cube, j'essaye d'utiliser les outils de l'environnement cube, de l'univers cube. Ansible, c'est un outil beaucoup plus large qui n'est pas spécifique à l'environnement cube, qui n'est pas taillé pour l'environnement cube, qui est pensé plus large. Euh, mais on peut faire de l'Ansible dans Cube avec des opérateurs. J'avais mis un lien dans le chat que je vais revisualiser. Donc, OLM, Ansible. Donc, qui permet de faire des opérateurs Cube avec Ansible dedans. Donc, tu vois, ça, c'est de l'Ansible. Donc, en gros, on peut gérer, si on veut, de l'Ansible dans Cube. Mais les manifestes gérés par Ansible, à part ceux qui sont nécessaires au démarrage de Cube, comme ceux de CubeVIP par exemple, moi, en général, je préfère utiliser les chart Helm parce qu'avec les chart Helm, on a tout le cycle de vie qu'on peut gérer, le versionning et des choses comme ça. C'est conçu pour ça. Euh, alors que sur Ansible, tu dois repenser, tu dois reconstruire toi-même les versionning et les choses comme ça. Par exemple,
l'upgrade pass et les choses comme ça, tu dois le repenser. Alors que normalement, dans le chart Helm, c'est conçu à l'intérieur. D'autant plus si tu as un opérateur dans ta charte Helm. Voilà, c'est pour ça. Je dis que je suis pas contre l'idée de gérer des manifestes Cube avec Ansible, mais je me dis que c'est pas forcément l'outil le plus adapté pour ça. Tu cherches des arguments pour convaincre tes collègues. Ah, donc tu voudrais que je te donne des arguments dans le sens de il faut gérer ces manifestes Cube avec Ansible, c'est ça? Je suis désolé. Ah non, l'inverse. Ah oui, d'accord. Oui, donc en gros, l'idée, c'est que euh, tu as des bons outils dans Kubernetes qui gèrent le cycle de vie complet, qui gèrent la gestion des manifestes et tout ça, et qui sont conçus pour Kubernetes. Ansible a une vocation beaucoup plus large et n'est pas adapté à Kubernetes. C'est beaucoup plus large. À la base, Ansible, ça a été pensé pour du serveur classique, pour de la VM classique. Et donc, il faut choisir le bon outil. Si on est dans du cube, il vaut mieux utiliser, oui, comme Argo, voilà, juste génial. Et Argo, tu peux greffer des chartes Helm à Argo. Et Argo te gère tout ça aux petits oignons. Il faut utiliser le bon outil, quoi. Et il ne faut pas chercher à essayer d'adapter des outils qui ne sont pas forcément faits pour ça. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans Cube, je vais utiliser que des chartes Helm avec des opérateurs si possible. Et qu'est-ce que tu penses de Customize avec Argo? C'est vraiment pas mal quand tu veux faire juste des petites modifs. Un exemple, c'est par exemple, imagine que tu es une charte Helm qui déploie un WordPress. Imaginons, soyons fous. Quelle horreur. Soyons fous. Imaginons que tu as une charte donc, qui déploie un WordPress en GitOps avec Argo. Pour WordPress, bon, ben, imaginons. Et que tu aies 4, 5, 6 clients qui veulent chacun leur propre thème. Eh bien, avec Customize, tu peux faire juste la petite modif qui appelle l'artefact du thème ou le repo du thème correspondant à chaque client. Et donc, tu gardes l'essentiel de ton code et tes configs en commun, juste le thème qui change. Donc, c'est pas mal pour ça. Pourquoi? T'aimes bien, toi? T'aimes bien Customize avec Cargo? Oui, Customize, très pratique. Ouais, voilà. Pour les petites modifs comme ça, c'est vraiment pas mal. Alors, on est à 1 minute 29 de déploie. On est sur la deuxième VM qui déploie BGP. Et on est en train de faire tourner les handlers. Donc, on est, on est dans les temps. On est dans un... Ah, 1,45, on est même plutôt bien. Euh, M maîtrise moins et c'est fastidieux à produire. Ouais, oui. Bah, c'est un système de packaging complet, Helm, en fait. Il faut le penser comme ça. Et c'est pas mal comme ça. C'est un agrégat de manifestes cube bien liés entre eux, quoi. Mais je ne suis pas certain de pouvoir faire ce que je fais avec Customize en utilisant Helm. Helm, c'est beaucoup plus généraliste. C'est-à-dire qu'en gros, il faut penser Helm comme étant l'artefact général et Customize comme étant la customisation adaptée à chaque petite modif, à chaque petit besoin client. Tu vois? Mais par exemple, avec Helm, tu as la notion de repo, d'artefact, d'héritage et tout ça, qui peuvent être intéressantes si on veut publier son code comme bibliothèque pour d'autres codes ou comme charte à télécharger, quoi.
Ouh, ouh, ouh. Bon, donc premier nœud, on est à 3 minutes 16. C'est pas ce temps-là qu'il faut regarder, c'est les temps qui sont ici, hein. 3 minutes 16, 3 minutes 32. Check if cluster. Ah oui, oui, donc ça, c'est les checks 3.16 et 3.31. C'est vérifier le quorum. Donc l'idée, c'est que quand on déploie un nœud master, on vérifie d'abord s'il y a un quorum existant. S'il n'y a pas de quorum, ce nœud master qu'on déploie sera l'init, le master init. S'il y a un quorum, il sera un join. L'idée, c'est ça. Et c'est le premier nœud du groupe des masters. Pourquoi uniquement le premier nœud? Parce que on va considérer qu'une fois le premier nœud passé, les autres nœuds sont forcément des joins. Si le premier nœud, il n'y a pas de quorum, c'est un init, et donc on démarre le cluster, donc on met premier nœud, puis deuxième nœud, puis troisième nœud. Et si le premier nœud c'est un join, ça veut dire qu'il a été rajouté après coup dans un cluster déjà existant, et donc on a déjà notre quorum. Mais quoi qu'il en soit, les autres nœuds qui ne sont pas premiers, eux, ils seront toujours join. Donc là, on a déployé le premier nœud, et on passe donc au deuxième nœud. 6 minutes 6. Donc on était à 1,45 pour les BGP, donc ça fait 4 minutes, 4 minutes 20 pour un nœud. Ouais, malheureusement, on ne pourra pas aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus court. Ton master est pris au hasard et si pas de quorum, il init le premier master, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, euh, pour le premier master de la liste des groupes, du groupe master, je lui installe cube ADM au préalable, ou alors j'idempotent, je fais l'idempotence de cube ADM au préalable, qui va checker l'existence d'un quorum. Et comme on a une IP virtuelle, le quorum, même si le master lui-même n'est pas encore mis dans le quorum, il peut checker l'existence de quorum. Vu qu'on a une IP virtuelle, il check avec kubectl qui va pointer l'IP virtuelle et qui va regarder la liste des masters dedans. S'il n'y a pas de quorum, il fait un cube ADM init, donc il crée l'initiation du quorum. Et s'il y a un quorum, eh ben, il join tout simplement. Ça permet comme ça de pouvoir détacher la gestion des hosts de la gestion de la collection. C'est-à-dire que si on fait un inventaire dynamique, par exemple, on n'a plus à se creuser la question suivant quel outil produit l'inventaire dynamique. On n'a plus à se poser la question de s'assurer que le premier nœud est un nœud déjà existant et tout. On peut
remplir le groupe par le haut ou par le bas, ça n'a pas d'importance. On peut mettre les nouveaux nœuds en début de liste ou en fin de liste, ça n'a pas d'importance. Et donc ça rend le truc plus flexible, parce que on a des inventaires qui commencent par le début, des inventaires qui commencent par la fin. Alors, c'est là qu'on avait l'erreur la dernière fois. Allez, dites-moi que ça passe, s'il vous plaît. Dites-moi que ça passe. Mais tu ne donnes pas de nom distinct aux nœuds master. Si, si, si. Euh, Ils ont Master 1, Master 2, Master 3, mais on peut donner, tant qu'ils ont des noms distincts, on peut donner n'importe quel nom, mais oui, il faut qu'ils aient des noms distincts. Oui. Bon, là, je sens les problèmes arriver à nouveau, et je sais pas trop comment je vais pouvoir faire pour débugger ça, en sachant que j'ai pas les ressources matérielles en local pour pouvoir monter un cluster cube. Et donc, pour investiguer, pour faire du CRI-CTL et tout ça, je sais pas trop. Et ce qui est très frustrant, c'est qu'il y a encore une heure, ça marchait nickel. Et je n'ai fait aucune modification et ça marche plus. Ouais, super. Qu'est-ce qui s'est passé? Hmm. Parce que là, ce qu'il faudrait faire, c'est faire un CRI-CTL et regarder la liste des conteneurs ou des pods, voir ceux qui démarrent pas et investiguer. Mais dans un CI, c'est pas simple, hein. Alors, est-ce qu'il y a moyen avec Ansible de déclencher une commande en cas d'erreur? Hmm. Non, attends, je vais faire un NeoFetch, voir si c'est possible, mais je crois pas que ça puisse tenir la NeoFetch. Alors, j'ai sur cette bécane 23 gigas, 24 gigas donc de RAM. Et je teste avec 9 machines à 2. 2 fois 9, 18. Oh, ça sera beaucoup trop juste. T'es allé à de nouvelles confs sur l'informatique ces derniers mois? Non, non, non. Elles ont été repoussées. Et il y en aura en avril et mai normalement. Il faut que je revérifie les dates. Mais ça a été repoussé because Covid. Donc, il faut que je revérifie les dates et que je prenne les tickets. Et normalement, avril-mai, il y a les deux DevOps Days suisses, donc Genève et Zurich. Alors, mais qu'est-ce qui se passe?
Là, j'avoue que je sais pas trop ce qui se passe. Pourquoi ça veut pas passer? Pourquoi ça veut pas lier? Ah, on va regarder l'historique, mais alors, pour montrer... celui-là, il réussissait ou pas? Ah, ben, c'est à quel moment qu'il foirait celui-là? Non. Donc ça, c'était au niveau du worker que ça foirait, mais les masters étaient bons. Les masters passaient, mais les workers non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis dans mes commits? Donc la mise à jour du conteneur Ansible. Retour en arrière. On a mis un peu de verbosité pour essayer de s'y retrouver. Retour en arrière. On a enlevé la verbosité. Ouais, donc on a fait que des allers-retours. Et on a prolongé le délai. Donc rien qui pourrait concerner. Hormis l'option pour avoir des logs verbeux sur Ansible, je vois pas quoi faire d'autre. Ben, l'idée, ça serait de pouvoir investiguer directement. Parce que le problème, c'est pas compliqué. Il faut faire un CRI-CTL et regarder pourquoi les compteurs ne démarrent pas. Mais le problème, c'est qu'en dans un CI, on peut pas accéder comme ça à l'environnement. Tu vois. Et le problème, c'est que j'ai pas la ressource sur mon hardware pour pouvoir déployer le code sur mon hardware et pouvoir faire les CRI CTL que je veux. Euh, En fait, on va tenter, mais je pense qu'il va y avoir des. Je pense qu'on va dire adieu au stream si je fais ça. Si je déploie sur mon ordi, il n'y a plus de stream. Il n'y aura pas la puissance. Donc, on va essayer de bidouiller un truc pour pouvoir y arriver. Déjà, ce qu'on va faire, c'est enlever le check pour que ça aille jusqu'au bout. Et après, quand tout sera passé, enfin, quand tout sera pas passé, mais quand on sera au bout, on va faire les CRA-CTL. Ouais, non, c'est pas le mieux. Ah, comment je peux faire? Non, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Non, non. Il faut que je réfléchisse à une autre méthode. Alors, on peut faire un rescue si dans le rescue, Ansible error rescue. Et error rescue. C'est dans un bloc, hein. Ah. Donc ça, c'est la définition de mon master join. On a la VIP ici. On a le bootstrap token ici. On a son Ansible hostname. Et on a l'advertise address locale ici. Du control plane ici. Le problème, c'est que je suis vraiment à l'aveugle, hein. C'est ça qui est vraiment relou. C'est que je déploierai en local, en un quart d'heure, ça serait réglé, mais j'ai pas les ressources en local. Oh.
Donc on a dépassé le timeout. C'est toujours not ready. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, quand faut voir si prendre. Est-ce que c'est Calico qui nous... Je vais faire des hypothèses, hein. On va tester les hypothèses les unes après les autres, hein. Il n'y a pas le choix. Vu que je peux pas investiguer directement, c'est extrêmement frustrant, mais on va faire des hypothèses. Alors, est-ce que ce serait Calico qui nous mettrait dans la sauce? Calico, Calico. Installe le Helm chart, hein. Donc, elle s'installe. Hmm. Je vais faire des hypothèses. Hypothèse première. Dans une itération précédente, fait en sorte que les fichiers de values soient enlevés une fois qu'ils sont utilisés. Mais peut-être que c'est pas la meilleure idée et qu'il faut les garder parce que Helm se réfère à ces fichiers de values en permanence. Dans ce cas-là, il va falloir que je change le fonctionnement de mes fichiers de values. C'est possible. Deuxième, donc on va tester ça déjà. On va tester ça. On va y aller atomique parce que sinon, si on fait plusieurs changements, on ne saura pas lequel réussit et lequel foire. Donc on va y aller en atomique. On fait un changement à la fois. Hop. Parce que je me dis benoîtement qu'une fois qu'il a injecté les values dans le TCD, il n'a plus forcément besoin d'accéder au fichier. Mais peut-être que si, peut-être qu'elle me compare en permanence avec le fichier, et donc j'ai mal lu la doc, ce qui est possible. Et donc dans ce cas-là, il faut garder le fichier. Et donc dans ce cas-là, je vais revoir mon rôle Helm pour mettre les fichiers dans un bon endroit pour qu'ils ne disparaissent pas. Mais ce qui est bizarre, parce que s'il se réfère au fichier, ça veut dire quoi? Qu'il est transféré sur tous les nœuds? Comment ça se passe? Bon, on va regarder la doc déjà. Helm, value files. Keep value files peut-être. Et normalement, c'est gardé dans le TCD, il n'y a pas besoin de garder le fichier, hein.
Non, mais non, c'est pas ça. Je pense pas que ce soit ça, parce que c'est pas le fonctionnement de Helm. Helm ne vérifie pas en permanence les fichiers. Helm, on l'appelle pas, et puis c'est tout. Donc, on va voir quand même, mais je pense pas que ça soit ça. Deuxième chose possible, c'est le fait que Calico ne démarre pas complètement correctement tout de suite, ce qui est possible dans le sens où il est installé dans un premier init alors que l'init n'est pas fini. Ce qui est un peu une bizarrerie de CubeADM, c'est que en fait, CubeADM, pour qu'il finisse complètement, il y faut un CNI, et donc Calico en l'occurrence, et donc on installe une charte Helm de CNI alors que CubeADM init n'est pas fini. Et donc peut-être que la commande wait qui check que la charte Helm est complètement installée, correctement installée, dans ce cas-là ne peut pas fonctionner vu qu'on est dans un système où c'est pas fini d'installer. Peut-être. Donc ça sera la prochaine itération. On va déjà commencer avec cette idée. Là, je fais le test de savoir si on peut. Disons que le test, c'est de savoir si le fichier de values que je mets avec mes chartes Helm doit rester sur place ou peut être supprimé. Mais c'est un test qui n'a pas de sens, mais bon, sait-on jamais. Mais normalement, ça n'a pas de sens parce que Helm, une fois qu'il a fait, qu'il s'est exécuté, il a tout mis dans etcd. Et donc, voilà, c'est une levée de doute, exactement. Mais normalement, il a tout mis dans etcd, donc il ne réfère plus aux fichiers locaux. Donc, je ne vois pas pourquoi ça changerait le comportement de garder le fichier localement. Mais bon, on lève le doute, effectivement. L'autre test après, c'est le wait true, qui est donc une commande Helm qui consiste à dire on attend que la charte Helm soit complètement déployée avant de rendre la main, que les conteneurs soient démarrés, etc., etc. Et dans notre première charte Helm, c'est Calico qu'on installe au moment du démarrage de CubeADM init. Et donc c'est ça qui peut poser problème parce qu'on est au moment du CubeADM init. Donc on n'a pas encore un cluster fonctionnel, qu'on met déjà une charte Helm. Donc elle peut être que c'est pas possible d'attendre, qu'elle ne sera pas fonctionnelle tant qu'on n'aura pas fini le cluster. C'est l'autre hypothèse. Je vais boire un coup. Est-ce qu'on peut mettre la verbosité sur une étape unique, sur une tâche unique? Ansible task, verbosity.
On a per task basis. Ah, voilà. Alors, est-ce que c'est accepté ou pas? Ah non, apparemment. Mhm. Pas l'air de marcher. Enfin, pas l'air d'être implémenté. Bon. Donc là, on va init le premier master. Donc ça prend toujours son temps, hein. Ça peut aller jusqu'à 1 minute d'init un master. Quand on est à froid, c'est-à-dire qu'on doit télécharger tous les conteneurs. Donc ça y est, c'est fait. On va patiemment attendre qu'il se mette en status ready. Donc lui, normalement, il n'a aucun souci pour faire ça. Donc là, on met Calico. Voilà. Et on n'a pas enlevé le fichier de values cette fois. Donc là, on attend que le master se mette en init. Donc ça, normalement, ça devrait le faire. Mhm.
Allez, oh, ça va pas planter ça aussi quand même. C'est incroyable. Je vous préviens, hein, si ça plante là, moi je rends l'antenne, hein. Et je vais me coucher, hein. Oh là. Parce que si ça plante là, en fait, ça pue le problème réseau. C'est qu'il y a des ralentissements sur le réseau quelque part, hein. C'est pas une histoire de. Ah, je vais essayer de choper l'init 7. J'aurai plus de problème de réseau comme ça. L'init 7. Je sens que je vais aller me coucher. Ça va, Toby, sinon, toi, qu'est-ce que tu racontes au passage, au fait? Ça roule. Ben nickel. T'as des problèmes de réseau de ton côté aussi? Des ralentissements quand tu streams? Rien de spécial, je bosse. D'accord. Très bien. Pas en ce moment. Très bien, d'accord. T'as de la chance. Oh. Ouais, c'est ouais. Là, c'est bref. Du ralentissement réseau. Ça, c'est pas autre chose. Donc, c'est-à-dire que je pourrais pas y faire grand-chose là. Init 7. Je vais aller sur l'init 7. Je serai tranquille. Init 7. Init 7, pas init 7. Init 7. Voilà. Et moi, je veux Internet, Fiber 7. Et je voudrais le X2, s'il vous plaît. J'en serais ravi. Regarde ça. Il n'y aurait plus de soucis de réseau là, hein. C'est un provider, c'est un fournisseur de réseau Internet euh, basé à Winterthur et qui s'étend sur tout le Grand Zurich et qui fournit ça comme débit pour des particuliers. Regarde un peu. 25 gigabits seconde symétrique. Et c'est même pas en plus horriblement cher. Voilà. On aurait plus de soucis de réseau comme ça. Parce que là, c'est ça. Donc, on se dirige vers une fin de stream parce que le réseau m'abandonne. Donc, du coup, mon hypothèse, je peux l'arranger. C'est pas ça. Hop, 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 hop.
On va attendre quand même que ça aille jusqu'au bout, en pleurant. Et puis après, je rendrai l'antenne. Écoutez, des grands streams en ce moment, je sais, c'est des grands streams. Mais écoutez. Donc le prochain stream sera mercredi prochain à, à 19h. Donc 19h, 21h, je fais ça maintenant. Et d'ici là, j'espère que j'aurai le temps de rectifier ces trucs, que j'aurai plus de soucis réseau, mais ça, on peut toujours rêver. L'étape qui plante, c'est en gros, c'est. Je vais te montrer ça. Hop, hop. Donc c'est bien celle-là. Ouais, check if master node is alive. Donc en gros, c'est un kubectl get nodes avec le sélecteur qu'il faut. Et l'idée, c'est d'avoir ready comme résultat. C'est checker le statut du nœud qu'on est en train de démarrer. Et là, il met un temps fou à être en ready. Et comme ce temps varie suivant aucun paramètre, c'est une instabilité réseau. C'est-à-dire qu'il met un temps fou à télécharger les conteneurs ou à démarrer les conteneurs et tout. C'est une instabilité réseau. Et donc, c'est pour ça que là, bon, on va arrêter là parce que ça sert à rien de tester avec un sous-jacent hardware qui n'est pas stable. Donc, voilà. Parce que il y a 1h30, 2 heures environ, j'avais tout qui passait. Et puis petit à petit, ça s'est dégradé sans que je touche à rien des configurations CubeADM. Donc, ouais, on est dans un creux de réseau. C'est un peu ennuyeux. Voilà, c'est tout simplement ça. Hein. J'ai une étape ici qui check avec le bon sélecteur que le node soit en ready pour pouvoir passer à la suite et éviter des frictions, des problèmes éventuels de quorum parce qu'on a des nodes à moitié foireux et on est déjà passé à la suite. Voilà. Écoute, on peut pas tout avoir, hein, là. Ce soir, ça veut pas. Ce soir, ça veut pas. Donc, init 7. Sie würden eine neue Kunde haben. Vous aurez un nouveau client. Et attention, ça va casser, ça va casser, ça va couper, ça va couper. Voilà, plaque, ça a pété. Très bien. Eh bien, écoutez, je commit en remettant la suppression du fichier. Hop. J'attends que ça démarre ici. Voilà. On kill ça, on kill, on kill, on kill, on kill, on kill. Et hop, hop, hop. Voilà. Bon, donc le prochain stream, c'est mercredi à 19h. Je retrouverai ma grosse Bertha et tout ça pas avant un mois et demi. Donc, je vais débugger comme je peux ces histoires. Donc, la VOD, je vous dis coucou. Coucou la VOD. Sur ce magnifique stream hyper intéressant et on a bien progressé. Je vous dis coucou.